Il a récemment levé de l'argent avec une valo à 425 millions de dollars sur son écosystème. Ils ont développé un outil en interne où en fait ils font regarder l'épisode en avant-première à quelques milliers de personnes de l'audience. Ils vont indiquer à chaque fois lorsqu'ils s'ennuient ou lorsqu'ils adorent. Ils ont un graphique de rétention avant même que l'épisode soit publié, avec des pics d'intérêt et des chutes d'intérêt, et ils coupent tout. Alors juste avant de commencer l'épisode, si vous voulez recevoir toutes les semaines les meilleures stratégies de croissance pour faire décoller vos revenus, ainsi que les nouvelles tendances émergentes et les idées business pour les exploiter, alors vous allez adorer NextTrends. NextTrends, c'est très simple. Si vous n'avez pas encore d'idée, ça vous aide à en trouver. Si vous avez déjà une idée, ça vous aide à vous lancer. Et si vous avez déjà une boîte, ça vous aide à la faire grandir. Aujourd'hui, il y a plus de 200 entrepreneurs parmi les plus connus de France qui nous ont déjà rejoints. Donc si ça vous intéresse, ce sera le premier lien dans la description. Alex, je nous souhaite un joyeux anniversaire parce que ça fait officiellement 2 ans. 2 ans qu'on a lancé le podcast. Le temps passe extrêmement vite. Et du coup, le sujet de l'épisode aujourd'hui, ce que je te propose, c'est d'étudier comment le podcast Diary of a CEO de Steven Bartlett a réussi à exploser. Je crois que c'est le 2e plus gros podcast au monde et le premier podcast en Europe, d'ailleurs qui a connu une croissance assez fulgurante. Et pourquoi étudier son podcast le jour de notre anniversaire ? Eh bien, c'est pour en profiter pour faire un point sur nos data, les data du podcast. Donc, combien est-ce qu'on a gagné avec le podcast ? Combien est-ce qu'on a d'abonnés ? Combien est-ce qu'on a de vues ? On va tout vous dire. Et derrière, se servir des enseignements de Diary of a CEO pour réfléchir un peu à comment est-ce qu'on pourrait en 2026 x10 la taille du podcast. Voilà l'épisode, il va être long, mais il va être riche en informations parce qu'on a bien creusé la stratégie de Diary of a CEO. C'est passionnant, le mec est redoutable stratège, redoutable dans son focus, redoutable aussi dans son recrutement. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses qu'on peut appliquer aussi dans notre podcast à nous. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On fonce ? Let's go. Alors déjà, c'est assez intéressant puisque je vous ai envoyé ça par WhatsApp. La différence de vue entre il y a 1 an et aujourd'hui. Moi, je pensais en fait, très honnêtement, qu'on stagnait dans les vues. Je sais pas pourquoi, je me disais, bon, ok, on est 1000, 1002, 2000 vues. En fait, pas du tout. Il y a 1 an, quand tu regardes à la même période, et si tu regardes les 12 épisodes à la même période près d'il y a 1 an, et bah, on était entre 300 et 1000 vues, avec une moyenne à 500, 600, pas plus. Et là, lorsque tu regardes tous nos derniers épisodes, il n'y a pas un seul épisode qui est en dessous des 1000. Et on est entre 1000 et 16 000, avec Tougan, Arnaud qui pousse quand même vachement les datas vers le haut. Mais en gros, la plupart de nos épisodes tournent autour de 1005, 1008, 2000 vues. C'est un sacré progrès. Et même si on progresse de manière assez linéaire et pas vraiment exponentielle, je pense que ça vaut le coup de le fêter et de se dire bravo, puisque peut-être qu'on ne prend pas assez le temps de fêter les petites victoires. Carrément. Mais c'est sûr, en fait, avant de faire un podcast, évidemment, on se rendait pas compte, et je pense que tous ceux qui font pas ça se rendent pas compte, et c'est normal, c'est que la création de contenu, et notamment sur YouTube, à moins que vraiment tu arrives à faire un truc exponentiel à un moment, c'est des trucs qui prennent du temps. Tu vois, les courbes de MrBeast, enfin, je le prends comme exemple parce qu'elles sont publiques, mais il a mis 5-6 ans avant qu'il y ait vraiment la courbe exponentielle qui se déclenche, et c'est hyper intéressant. Sur Twitter, je pense qu'il suffit de taper MrBeast ou tu as follower count et vous allez tomber sur la stat. C'est assez impressionnant de voir à quel point ça met du temps, et puis d'un seul coup, là, ça part. Et donc, je pense qu'on est dans cette phase où non, on n'est clairement pas en stagnation, et en fait, ça se solidifie. Je pense qu'on construit une bonne base petit à petit, semaine après semaine, quoi. Carrément, et je pense que ça s'auto-alimente vachement avec la newsletter, parce que plus la newsletter grossit, le lien d'ailleurs est dans la description, c'est totalement gratuit, abonnez-vous. Et plus, eh bien, on peut aussi ramener du volume sur le podcast. Les personnes nous découvrent avec la newsletter et découvrent le podcast comme ça. Et plus derrière, eh bien, ils vont être encore plus fidèles à la newsletter parce qu'ils savent à peu près qui sont les deux loustiques derrière les newsletters, derrière le média. Donc je pense que voilà, ça renforce vachement l'écosystème. Le podcast va croître beaucoup moins vite que la newsletter, mais c'est ok. Par contre, je pense que sur le long terme, c'est là où va se figer finalement toute la relation
et le gros engagement du média The Big Shit. Donc c'est intéressant. Par contre, ce que je pense aussi, même si pour la plupart des créateurs de contenu, la croissance est vachement linéaire et non pas exponentielle d'un coup, je pense quand même qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de playbooks qui sont sortis pour en fait griller les étapes. Euh, et, euh, et c'est aussi le sujet de cet épisode. Et c'est ce que je regrette de mon côté parce que j'ai du mal à me libérer suffisamment de temps pour me focus sur le podcast. Alors que je suis persuadé que le playbook, on l'a, ou du moins on va le partager là. Et que si on était vraiment dédié une année entière juste sur le podcast, le x10 en termes de vues et en termes d'abonnés, je suis quasiment persuadé qu'on pourrait l'atteindre. Donc, Alors vas-y, explique-nous, parce que je suppose que c'est le lien avec justement Diary of a CEO. commençons sur ça. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, à propos au passage avec Diary of a CEO, il a récemment levé de l'argent avec une valo à 425 millions de dollars sur son écosystème Podcast Ouais. Co. C'est assez incroyable. Hein, il y a quelques années, on était vraiment comme des fous en se rendant compte que MrBeast avait été valorisé plus de 1 milliard. Aujourd'hui, ça a dépassé le milliard. Et on voit de plus en plus comme ça des créateurs qui ont des valos à plus de centaines de millions, voire quelques milliards. Et ça devient presque courant. Et donc, je pense que ça va vraiment se multiplier dans les prochaines années. C'est assez remarquable. Mais parce Ok. qu'aujourd'hui, c'est l'équivalent des médias, des anciens médias legacy, mais avec une capacité de propagation qui est encore plus rapide. Oui. Moi, je vois alors, actuellement, je discute de certains sujets avec un groupe de presse que je ne citerai pas pour plein de raisons, mais il y a vraiment des galères pour retrouver un modèle. Et eux, ils s'intéressent de plus en plus à des modèles en ligne, à des modèles pas juste en ligne, parce qu'évidemment, ils ont tous un site web et un abonnement, tu vois, online, mais à des modèles. Est-ce qu'on rentrerait pas dans des newsletters, dans des podcasts, dans des, tu vois, chez des blogueurs ou compagnie. euh, D'ailleurs, ils explorent ça de manière vachement large et ils sont prêts à payer un vrai premium pour se dire, ok, ça peut nous sauver, ça peut nous sauver notre avenir. Et donc, les VC et les investisseurs purs financiers le savent très bien et ils savent que s'il y a quelqu'un qui est prêt à payer très cher à la fin, c'est que la valo au milieu vaut quelque chose de très important. C'est Et clair. que dans le pire des cas, ça ira à IPO et ça fera le sens inverse, c'est eux qui rachèteront les legacy pour, enfin, ou pas d'ailleurs, mais enfin, tu vois, c'est un truc qu'on a évoqué souvent. Soit ils tueront le legacy, soit ils le rachètent, mais en tout cas, les gains forward sont hyper importants. Et je pense que c'est C'est pour ça clair, que ouais. la boîte vaut 400 millions. Et c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. On va passer vite après aux stratégies derrière Officio, mais le fait de se dire qu'aujourd'hui les créateurs euh, ont les valos, voire des valos supérieurs à des médias legacy. C'est quand même un sacré. Alors ça peut peut-être paraître pour une banalité parce que j'ai l'impression qu'on voit ça depuis longtemps, mais là de manière extrêmement concrète, c'est vraiment des valorisations, des achats, des offres d'achat qui dépassent des acteurs historiques. Euh, Et c'est de plus en plus et- fréquent. C'est de plus en oui, plus fréquent. Il y a 5 ans, ça existait quasiment pas. Là, en l'espace des 2 dernières années, on a eu des nouvelles levées chez MrBeast, Diary of a CEO, Alex, j'ai bouffé son nom, qui a reçu 100 millions pour son Hormozy. podcast, là. Cooper? Hormozy. Ah non, Alex Cooper. Non, Ok, non, pardon. non, Alex Cooper. Euh, c'est plus fréquent. Ça devient un vrai marché. C'est pas juste une anomalie de marché qui pop à un moment et ah tiens, il y a tel mec qui vaut autant. Non, non, c'est fréquent, tu vois. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Alors, plusieurs choses qu'il a réussi à mettre en place. Tu préfères que je commence par le côté mindset, état d'esprit, ou alors très pratico-pratique des stratégies? Bah, commence par le mindset et après on rentrera dans les stratégies pratico-pratiques. Ok, ok, ça marche. La première chose, c'est être romantique sur la victoire, mais pas sur avoir raison. C'est un principe mental qu'il essaye d'adopter en permanence. Il essaie à chaque fois de se dire, ok, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que le marché veut? Et en fait, c'est à chaque fois une frustration terrible qu'il a parce qu'il veut toujours aller dans une direction, il pense toujours qu'il a la vision parfaite euh, et bah, il se prend une tonne de murs. Et le plus compliqué, le plus difficile, le plus dangereux, c'est lorsqu'on refuse de pivoter, lorsqu'on refuse de voir qu'en fait on a eu tort, alors que le marché nous indique, alors qu'on a les datas sur ce que veut finalement le marché. Et il explique ça dans son podcast en disant, mais de base, il y a quelques années, il avait une agence qu'il a vendue qui s'appelait Social Chain et de base, il s'appelait Wallpark.
Et de base, sur Wallpark, il avait un site avec plein de groupes Facebook et il voulait absolument que tout le trafic des groupes Facebook redirige vers son site. Au Ok. point où il a fini par fermer les groupes Facebook pour rediriger le trafic de force vers son site internet. Bon, ça a été un échec de dingue. Et puis le jour où il s'est rendu compte qu'en fait c'est les réseaux sociaux qui drivaient toute sa croissance, eh bien il a totalement focus sur les réseaux sociaux. Il est devenu une boîte marketing uniquement orientée réseaux sociaux, le groupe Facebook Co. C'est devenu Social Chain et après ça a cartonné. Et depuis ce moment-là, donc ça date un peu, parce que la boîte, il l'a vendue, etc. Mais depuis ce moment-là, à chaque fois, il essaye toujours de se dire euh, qu'est-ce que je veux versus qu'est-ce que le marché veut. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La seconde chose, euh, c'est. Alors, c'est quoi le lien logique? Il a ce qu'on appelle une boucle de feedback mental que j'ai trouvé hyper intéressant. Où en fait, il se dit à chaque fois qu'il échoue quelque chose, il prend l'exemple du paddle par exemple, à chaque fois qu'il échoue un point au paddle, euh, il a toujours cette petite phrase qui revient, qui peut paraître bullshit, et en fait, je trouve ça plutôt intelligent, c'est ce point ne compte pas, je suis meilleur que lui. Ce point ne compte pas, je suis meilleur que lui. Ce point ne compte pas, je suis meilleur que lui. Et à chaque fois, il se le répète ça, à chaque point qu'il fait en fait. Et en un match global, bah, tout son niveau change parce que sa croyance dans le fait qu'en fait il va gagner, qu'il est meilleur, augmente. Il devient pas défaitiste, son niveau d'attention explose aussi, et donc bah, il finit par être très bon. Et il prend comme ça l'exemple de Roger Federer qui disait mais en fait Roger il a perdu 42% des points dans sa carrière et à chaque fois sa réaction était la même chose, c'était fuck it, next point, fuck it, next point. Et cette capacité à toujours finalement rebondir en se disant bah en fait c'est un échec mais on s'en fout, on passe à l'étape suivante, c'est quoi l'étape d'après? Et de garder le même niveau d'énergie que celui qu'on avait avant l'échec, bah c'est quand même extrêmement puissant parce que un truc que j'ai remarqué qu'ont beaucoup de fondateurs et que j'avais quand même vachement avant, c'est tu as un haut niveau d'excitation, tu as un échec ou alors tu te prends un mur ou alors tu as la réalité qui te fracasse. Et puis d'un coup ton niveau de motivation s'écroule et tu rentres sur une sorte de plateau motivationnel qui t'empêche finalement de trouver des solutions ou qui t'empêche d'aller de l'avant. Là où finalement, si tu changes ton état d'esprit et que tu passes à, bah, en fait, on s'en fout, c'est quoi la suite? Et bah, t'as pas cette chute ni ce plateau et ça te permet immédiatement d'essayer de trouver des solutions et d'avancer plus vite. Et ça, je trouve ça super. Ouais, bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Si tu veux, de toute façon, en tant que fondateur, si demain nos éditeurs ont une boîte, ils le savent déjà, et s'ils en montent une, ils s'en rendront vite compte. Ton, comment dire, ton atout numéro un, c'est la stamina, hein. C'est combien de temps tu es capable de durer dans le game, alors que ça va être dur 80% des jours. Et qu'il va y avoir des trucs pénibles 80% des jours. Parce que même quand tout fonctionne bien d'un point de vue business, tu vois, croissance, cash flow, enfin, tu vois, des trucs très pratico-pratiques, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un paquet de merde qui arrive à côté. Tu vois, un paquet de trucs qui sont dysfonctionnels, de trucs où tu pensais que ça allait passer, ça passe pas, d'arrêt dans un projet. Enfin, je veux dire, tu peux prendre Google et tu te rendras compte que 80, j'exagère vite, plus de la moitié, j'en suis sûr, de ce qu'ils ont lancé ou ce qu'ils ont tenté de projets annexes à leur cash co et les trucs qui fonctionnent vraiment bien autour, plus de la moitié ont été soit des foirades, soit des trucs extrêmement compliqués, soit ont mis, dans certains cas, excessivement longtemps à payer. Même une réussite comme Waymo, tu vois, les voitures autonomes de chez Google. Là, ça commence à marcher, tu vois, il commence à y avoir une hype, il commence à avoir des taxis, donc on voit qu'opérationnellement, ça commence à fonctionner quand même, ce qu'ils ont fait. Pendant peut-être 10 ans, ça a été du cash cramé pour rien, quoi. Donc, ouais, l'entrepreneuriat, donc, enfin, ça m'étonne pas que lui, tu vois, il se mette ça, enfin, un fondateur de sa catégorie et de sa trempe, il, à mon avis, il abandonne devant rien, et dans tous les cas, il ne considère jamais qu'il y a une défaite, tu vois, il avance quoi qu'il arrive, quoi. Mais tu vois, ce qui est hyper intéressant, c'est sa capacité à se le dire en tant qu'entrepreneur et surtout la capacité à partager ce principe à tous les membres de sa team. Parce que Ouais. si au sein d'une team, une équipe réduite, 10, 15, 20 personnes, chaque personne
réagit comme ça face à l'échec, putain, mais en fait, on crée comme ça un business où les personnes itèrent extrêmement vite, acceptent l'échec, réfléchissent bien, euh, et il n'y a jamais de mou, en fait. Il n'y a jamais de mou, il n'y a jamais de demi-mesure. C'est quoi l'étape d'après? Euh, et ça, c'est une vraie culture de boîte, hein. Est-ce que tu as réussi à mettre un truc comme ça en place chez toi ou pas? Alors nous, c'est drôle parce qu'on en a discuté avant, nous, on est ultra incentivé, comme tu le sais, au succès dans la boîte à tous les échelons. On a construit une culture d'entreprise, alors qui se marie en plus bien avec l'immobilier, puisque tu as des gros deals, donc des grosses commissions, donc voilà, donc ça se marie bien. Donc je sais pas si c'est complètement transposable, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que nous, on est ultra incentivé à la réussite et au deal réussi. Donc, ce qui se passe, c'est que en effet, ça crée une culture d'entreprise qui est assez, que certains pourraient considérer assez violente ou un peu brutale, mais du coup, tout le monde est incentivé à ne jamais lâcher. Est-ce qu'on a construit exactement de la même manière? Je pourrais pas te dire oui, parce que ça s'est pas fait de la manière dont tu dis. Je suis pas arrivé un matin en disant tiens les gars j'ai un principe et le principe c'est on lâche jamais rien. T'as Par pas écrit contre, ça dans les murs de la boîte, non, n'abandonnez pas, non? non, non. Par contre, du fait de notre culture euh, ultra polarisante, nous notre culture elle est ultra polarisante. Si tu réussis pas, en gros tu touches zéro. Pour la faire courte, quasiment tout le monde est ce qu'on appelle agent co. Donc ça marche, tu cartonnes. Ça marche pas, rien. Donc tu as une culture où les top profils sont hyper contents d'être là et les profils qui, malheureusement qui marchent pas souvent ont tendance à partir ou à arrêter ou voilà, t'as peu d'entre deux en fait pour être quand même très clair. Et donc forcément ça te pousse vers quelque chose qui ressemble à ça, qui est les top profils. C'est simplement les mecs qui n'arrêtent jamais, qui trouvent toujours des solutions, même dans les moments où tu te dis il y en a aucune. Tu vois. Ok. Et donc, oui, mais on l'a jamais fait de la manière dont tu l'évoques avant. Mais par contre, c'est une conséquence de notre culture qui, nous, par contre, ça, c'était intentionnel et par design, c'était de dire, il y a une énorme prime à la performance. Ok, ok, très clair. Une autre chose qu'il met en place dans son équipe, c'est ce qu'il appelle pousser les murs de papier, de paper walls. Et en fait, c'est un peu, c'est tout con, hein, mais c'est un peu comme Elon Musk qui essaye de revoir le statu quo à chaque fois. Par exemple, la première chose qui s'est dit, en fait, ils ont fait des tests sur les call to action pour s'abonner, pour pousser les personnes à s'abonner au podcast. Ils ont fait des tests et ils ont changé 10 secondes du podcast et ça a augmenté le nombre d'abonnements de 300%. Okay. Et en fait, ce qui s'est rendu compte, c'est que lorsque le cerveau humain entend les mêmes phrases un peu tous les jours, c'est comme si après il les entendait même plus. Or, tous les podcasteurs, tous les youtubeurs commencent par dire abonnez-vous ou alors cette vidéo est sponsorisée par blablabla. En fait, ce genre de phrases, on les entend plus alors on les skip directement. Et donc, c'est extrêmement compliqué de venir déclencher une action parce que généralement les actions sont déclenchées après une émotion. Donc d'aller déclencher une émotion et après déclencher une action sur des phrases qui en fait ne sont même plus audibles par notre cerveau parce qu'en fait on les entend beaucoup trop. Et donc il s'est dit c'est quoi tous les trucs qu'on entend dans les podcasts, enfin tous les trucs que les personnes disent dans les podcasts qu'en fait on n'entend même plus. Et l'une de ces choses c'était abonnez-vous. Et il a trouvé une autre manière de dire abonnez-vous qu'il a refusé de qu'il a refusé, faudrait que je me tape ses podcasts pour savoir exactement, mais en gros il a refusé de dire quel était le mot magique ou alors la suite de phrases pour motiver les personnes à s'abonner, mais toujours est-il qu'il a changé le call to action pour motiver les personnes à suivre le podcast et ça a augmenté de 300% du coup le nombre d'abonnements. Et donc l'une des réflexions déjà pour nous serait de se dire ok il faut trouver un autre type de call to action pour motiver les personnes à suivre. Par exemple, suivez-nous, appuyez sur la cloche. Par exemple, si vous voulez nous faire plaisir,
Enfin bref, n'importe quoi. Il faudrait trouver une manière de faire pour motiver les personnes à s'abonner sans dire abonnez-vous. Et puis surtout aussi arriver à revoir un peu la structure peut-être de notre podcast ou écouter plus de podcasts et se demander quelles sont les phrases en fait qui peuvent revenir quel que soit le sujet et se dire comment est-ce que nous on peut faire différemment. Est-ce que dans les podcasts c'est toujours la même musique qui revient? Est-ce que dans les podcasts ça commence toujours par le même type d'intro? Est-ce que dans les podcasts c'est toujours le même type de fin? Est-ce que dans les podcasts lorsqu'il y a un sponsor c'est cette vidéo est sponsorisée par? Puisque généralement lorsqu'on entend ça, moi, la première chose que je fais, c'est hop, je skip. Je passe à autre chose. Donc, Je skip tout le temps. Sur mon ordi, j'ai même un truc qui skip automatiquement quand il entend cette phrase. ah ouais. Putain, merde. Bah, c'est quand même culotté de notre part parce qu'on a un média et on est censé pousser les annonceurs. Donc voilà, il faudrait vraiment avoir cette réflexion de comment est-ce qu'on peut intégrer tous ces éléments qui sont importants, mais de manière totalement différente. Et donc c'est vraiment du 1%. C'est phrase par phrase se dire ok en fait ça comment on peut le faire différemment. Parce que c'est vrai que même podcast, même Spotify me l'indique dans mes datas que je vous partagerai après. Si on compare les podcasts qui font à peu près le même niveau de vue que le nôtre, on a moins d'abonnés qu'eux. Parce que en fait, on pousse très très peu à l'abonnement. Généralement, lorsqu'on parle d'abonnement, c'est à la toute fin. Ouais. Je sais pas combien de personnes sont arrivées jusqu'au bout. En plus, on varie pas forcément le type de call to action. On le dit à demi-mot. Je pense qu'on n'est pas assez, on n'a pas assez réfléchi à comment motiver les personnes à nous suivre, à nous abonner, puisque voilà, je pense que c'est important. Et donc il y a ça, plus comment est-ce qu'on peut introduire différemment les épisodes pour faire en sorte que ce soit vraiment unique par rapport aux autres types de podcasts. Comment est-ce qu'on peut mieux introduire les sponsors? Alors on n'en a pas beaucoup aujourd'hui sur YouTube, mais ça va se multiplier. Comment est-ce qu'on peut les introduire pour leur amener encore plus de résultats? Voilà. Donc finalement la réflexion c'est de se dire, on prend tout le podcast, c'est quoi les moments qui reviennent en permanence? C'est quoi le statu quo sur chacun des podcasts? La manière dont ils sont structurés, les phrases, etc. Et venir tout casser et réimaginer un peu tout ça. Et eux c'est ce qu'ils font. Et ça a cartonné. Ok. Voilà pour ça. Je continue du coup. Ah bah vas-y. Autre chose, d'un point de vue très terre à terre, ils ont un système qui s'appelle le pre-watch system en anglais. C'est le système de prévisionnage. Donc ça, c'est un poil technique. Nous, on ne va pas réussir à faire ça à notre niveau pour l'instant. En fait, ce qui se passe, c'est que les podcasts déjà qui veulent bien fonctionner, ils regardent tous les épisodes qu'ils ont fait jusqu'à présent et après ils regardent dans les data YouTube le niveau de rétention et le moment où ça churn en termes d'écoute. Et à partir de ce moment-là, ils se disent ok, c'est intéressant, on a cette donnée-là, donc le podcast qui va suivre, la vidéo qui va suivre, je vais essayer d'améliorer cette partie-là. Logique. Et en fait, eux, ils se sont dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça avant de publier le podcast? Et donc, au lieu de se dire, en fait, je vais progresser par itération sur les prochains épisodes, se dire, je vais essayer de récupérer cette data-là avant même de publier l'épisode. Comme ça, lorsque je vais publier, eh bien, je vais cartonner. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont développé un outil en interne où, en fait, ils font regarder l'épisode en avant-première à quelques milliers de personnes de l'audience. Donc, à mon avis, ils doivent avoir une liste mail. Soit ils doivent payer les personnes, soit ça doit être dans une sorte de club privé. Ils ont l'opportunité d'eux, etc. Et ces personnes-là, en fait, ils vont indiquer à chaque fois lorsqu'ils s'ennuient ou lorsqu'ils adorent. Lorsqu'ils s'ennuient, ils ont juste à appuyer sur l'espace et hop, ça signale dans la vidéo que la vidéo, cette partie-là est chiante. Et s'ils adorent, il y a un bouton spécifique et là, il y a un effet confetti qui apparaît. Et puis en plus de ça, je pense qu'ils ont poussé la chose encore plus loin. Ils ont même mis en place une sorte de système de suivi de regard des gens pour voir à quel point, avec consentement bien sûr, pour voir à quel point les gens arrivaient à suivre ou perdaient un peu leur niveau d'attention. Et à partir de ce moment-là, une fois ils ont un graphique de rétention avant même que l'épisode soit publié, avec des pics d'intérêt et des chutes d'intérêt, et ils coupent tout. Et là, ça passe au hachoir et ils coupent tout de A à Z. Ils resegmentent certaines fois, d'ailleurs, ils mettent certaines parties avant d'autres. Donc c'est vraiment du montage post-prod. Ça demande une équipe, ça demande un outil interne qu'on n'a pas,
D'ailleurs, ça peut être une idée de SaaS pour les personnes qui nous écoutent. Je pense que ça peut être un SaaS hyper intéressant à créer. Et je trouve ça super fort. Complètement. Là où tu as totalement raison, c'est que souvent les SaaS comme ça, c'est de donner accès à un outil qu'avant seul, tu vois, en gros une élite avait. Et si tu arrives à prendre cet outil-là et le rendre facile avec un abonnement à, je sais pas, 200 € par mois, ou enfin, je sais pas combien ça peut coûter, j'en ai aucune idée, mais et en règle générale, tu as un SaaS qui cartonne bien, puisque tu as en règle générale plein de gens qui ont la même problématique, mais pas les moyens d'un Diary of CEO, pour des raisons évidentes, nous les premiers, tu vois. Et donc c'est quand même Je vais vachement aller bien. encore plus loin sur l'idée, mec. Parce que Ouais, la première contrainte, c'est de se dire oui, mais flemme parce que moi, j'ai pas 1000 personnes qui vont écouter le podcast en amont pour me faire les retours. Et imagine ouais, une personne qui crée ce SaaS et qui justement s'occupe aussi de ramener je sais pas combien de 1000, 2000, un pool de personnes qui vont payer à la vidéo regardée. Et en fait, la proposition de valeur, c'est de se dire, OK, il y a le SaaS, mais en plus, il y a toutes ces personnes qui vont vous amener cette data-là. Et je pense que ces personnes ne vont pas coûter très cher à payer, puisque bon, ils visionnent une vidéo, c'est des actions assez simples finalement. Euh, et du côté de l'infopreneur, du créateur, de l'influenceur ou que sais-je, bah, c'est une proposition de valeur de dingue. Parce que là, la proposition de valeur, c'est littéralement créer des vidéos virales. Et donc ça peut valoir super cher. Je pense que c'est une vraie idée de SaaS qui peut être intéressant à développer. c'est clair. Donc ça, c'était le pre-watch system. Voilà, je sais pas trop comment nous on peut l'adapter à notre système. Déjà peut-être être beaucoup plus avant de mettre en place ce type d'outil. Déjà regarder les autres vidéos et essayer de voir s'il n'y a pas des patterns qui reviennent avec des moments où il y a vraiment une chute, voir si nos intros plaisent réellement. Euh, voilà, je pense que déjà on peut faire un travail sur les vidéos qui ont déjà été publiées, mais ça reste quelque chose de vraiment intéressant. Euh, ensuite, ensuite, quelque chose que j'ai bien aimé, c'est que ils ont au sein de l'équipe une squad dédiée à l'échec. Et ils appellent ça la Failure Team. Donc en gros, c'est une team qui est uniquement dédiée à l'expérimentation, euh, dédiée aux tests, dédiée, et cela pour chacun des pôles. Et le seul objectif, c'est d'expérimenter le plus possible. Expérimenter, échouer, expérimenter, échouer, expérimenter, échouer, etc. etc. Et l'incentive dans ce pôle, c'est le nombre d'expériences menées, pas le résultat. Donc en fait, ils ne cherchent même pas forcément à avoir des bons résultats, même si c'est l'objectif final. Ils incentivent les personnes en disant vous devez aller vite et vous devez tester vite. Point final. On veut voir absolument des trucs qui fonctionnent. Et ça, Mais je quand tu trouve dis que ça, c'est quoi concrètement la métrique? C'est ils testent des types de montage de vidéos qu'ils publient et ils voient si ça mord, ils testent sur des réels ou des formats short, machin. C'est ça le truc? alors, c'est dans chacun des pôles. Donc, par exemple, Ok. dans le pôle communication, ce qu'ils ont testé et ce qui a réussi, c'est de se dire, en fait, au lieu de publier la vidéo et de tester les thumbnails qui vont fonctionner, A/B tester les thumbnails immédiatement, eh bien, la Failure Team, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ces thumbnails-là et ils les ont publiés sur du Facebook Ads. Ils ont poussé ça avec des publicités et immédiatement, ils sont allés voir si les thumbnails ou pas allaient marcher. Donc ça, c'est une expérimentation de dire, ok, en fait, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'améliorer la vérité de nos vidéos? Eh ben, on va essayer d'aller chercher les choses en amont, d'aller chercher les datas. Et donc, ils viennent A/B tester les titres et les thumbnails en amont de la publication du podcast. Un peu comme ce que je t'avais, enfin, un peu comme ce que je t'ai expliqué à l'instant sur l'entièreté du podcast, mais cette fois-ci niché Ouais. sur. Et donc, tu vois, c'est eux qui ont mené ces tests, ça a réussi, et depuis, c'est devenu un standard. Ils le font à chaque fois pour chacune des vidéos. Je vous invite à aller voir sur la librairie publicitaire de Facebook, Diary of a CEO, vous allez voir tous les thumbnails qui apparaissent. Ils testent des choses. Donc, il y a un budget, forcément, mais je pense que le budget ne doit pas être si énorme que ça, puisqu'ils recherchent surtout des clics, pas forcément. Ils se fichent des prospects. Donc c'est pas, à mon avis, c'est pas très compliqué à mettre en place. Autre chose, ce qu'ils ont essayé de lancer aussi, la Failure Team, c'est une nouvelle chaîne pour Diary of a CEO, mais 100% IA.
Et donc en fait, ils ont vraiment essayé de remplacer Steven Bartlett par un clonia où il va venir raconter des histoires d'entrepreneurs. Et derrière, alors je me souviens plus réellement, mais vous avez tout un tas de visuels. Je ne crois pas que les visuels soient faits par IA. Et enfin, à vérifier quand même, peut-être, à vérifier. Mais ça vient d'eux, ça aussi. C'est-à-dire qu'ils testent, ils ont créé la chose, il y a des premiers résultats. Il y a des vidéos qui ont fait quelques dizaines de milliers de vues. Je ne suis pas allé voir depuis quelques temps, mais ils testent des choses. Ils testent, ils testent, ils testent. Donc voilà, le Je but. vois très très bien. Moi, j'en avais regardé quelques-unes. C'est intéressant, mais ouais. Tu vois, j'aime moins que le truc de base, mais quelque part, ça fait partie de leur test et je ne Oui, suis qu'une personne, tu vois. Mais ouais, 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 je vois très bien cette chaîne-là et les visuels étaient aussi faits par IA, pour le coup. ok. Enfin, en fait, j'en ai pas la certitude, mais me semblait être fait par IA. Ouais, mais ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Donc voilà, en fait, c'est vraiment. Et ça, je trouve ça super intéressant. Alors pour l'instant, dans le média, nous, on est trop petits pour mettre ça en place, mais en général, dans les boîtes, je trouve ça génial d'avoir vraiment un département. On a une à trois personnes, où en fait, le seul but de ce département, c'est d'aller dans tous les autres départements et de se dire, OK, on va tester des choses chez vous. Vous gardez votre rythme de croisière, c'est parfait, continuez. Et par contre, on va tester des choses de manière extrêmement scientifique. On va surtout pas déglinguer ce que vous faites, pas du tout. On va tester des choses sur le côté, on va tout traquer. Et comme ça, bah, si on chope des bonnes idées, si on voit que les remontées du terrain marchent, bah, ça peut être une solution qui, enfin, on peut vous amener une plus-value qui est assez dingue. Et ça, je pense que je sais pas à quel point les startups, alors peut-être pas au début, mais au-delà d'une certaine taille, ont vraiment tout ça au sein de leurs équipes. Je trouve ça très, très smart. C'est clair. Et d'ailleurs, sur la même lancée, ils ont vraiment créé un état d'esprit de boîte euh, où en fait ils se disent on est la meilleure boîte au monde pour échouer. C'est assez intéressant. Et ils ont dit qu'ils s'inspiraient un peu de Jeff Bezos d'Amazon, où ils disent qu'en fait, pour être l'entreprise qu'on veut devenir, on doit être le meilleur endroit du monde pour échouer, parce que c'est là où on va tester tellement de choses, on va faire tellement de, on va créer tellement de produits, on va tellement innover sur le marketing, qu'au final, on va réussir à trouver ce qui marche, et c'est ce qui va nous permettre de réussir derrière. Et donc il y a vraiment cette culture de boîte. Et donc la failure team finalement c'est une extension de cette culture de boîte où en fait c'est ok d'échouer. Alors forcément j'imagine que c'est ok d'échouer à partir du moment où on respecte les critères, où on échoue mais de manière très scientifique et c'est ok d'être flemmard, tu vois. C'est ok de tester un truc, de pas réussir et puis ciao. Non, on teste vite, on est hyper rigoureux, mais si on échoue c'est pas grave, on rebondit. Et en plus toujours avec cet Ouais. esprit de ok fuck it, c'est quoi la prochaine étape. Je crois que c'était Larry Page ou Sergey Brin, je sais plus lequel des deux, de fondateur de Google, qui disait, enfin, c'est pas un problème de fail, mais fail fast. Oui. Et je trouve que c'est un peu cette même théorie de dire, ok, on échoue de manière scientifique, on échoue de manière organisée, c'est pas un problème. Par contre, on le fait vite, on tabasse et on voit vite ce qui fonctionne, parce que quand même à un moment il faut qu'il y ait un truc qui fonctionne pour driver la croissance. Et ça c'est un truc souvent parce qu'il y a un mythe, tu vois, il y a un mythe de, je pense que c'est la faute de Steve Jobs, mais il y a un mythe du mec, tu vois, qui se réveille un matin et qui fait tiens, et si on faisait l'iPhone? Et comme par hasard, l'iPhone se vend à 8 milliards d'exemplaires dans les 3 mois qui suivent et oh, on a 50 milliards de cash sur les comptes et fin de la blague, tu vois. Et en fait, cette espèce de mythe du fondateur génial qui aurait trouvé le truc, tu vois, en claquant des doigts, je pense qu'il a pourri une grosse partie de l'écosystème et notamment de l'écosystème français où par notre système d'éducation et machin, on n'aime pas trop fail. Fail, c'est un problème chez nous. Tu vois. Et avoir des mauvaises notes, c'est un problème chez nous. C'est pas un apprentissage. C'est pas t'as foiré ton interro de maths, tu vas en refaire une et t'inquiète pas, t'auras progressé, machin. Non, fail, c'est un vrai problème. Et donc, je pense que chez nous, ce mythe du fondateur qui a parfaitement réussi, c'est très bien. Tu vois, je crois que tu l'avais lu aussi, le bouquin de Bernard Arnault. Donc, je te prends un cas français, tu vois, comme ça au moins, voilà. Bah, on se rend compte que dans tout ce qu'il a fait, il y a plein de trucs qui n'ont pas marché.
Et il y a plein de trucs qui ont été vachement longs, compliqués et pas du tout évidents. Tu sais, quand ils retracent, je sais plus si tu l'avais lu, mais quand ils retracent toutes les acquisitions, combien de temps Si, ça ouais. a mis, les combats en interne, les Les années trahisons. Ouais. de trahison, de galère, de je me fais financer, en fait, non, en fait, ça c'est pas valable, en fait, faut revenir sur le truc. Enfin, et tout ce truc-là, en fait, ben, tu le vois pas. Toi, tu te vois juste un mec qui achète des boîtes de luxe et comme par magie, ça cartonne. Ouais, mais pas si simple, en fait. Et c'est jamais si simple. Quand bien même, probablement, Bernard Arnault est un génie, et tu vois, il y a pas de débat Tu vois, là-dessus. C'est pas parce que t'en es un que, en fait, tu fails pas et qu'il y a pas des trucs qui marchent pas comme tu l'avais dit. Ou et comme tu l'avais 100%, pensé au départ. et même un Steve Jobs, je suis persuadé, lorsque tu regardes, je vous invite à aller voir sur, faudrait que je mette ça en description, mais Amazon, ils ont publié il y a une page avec tous les produits qu'ils ont échoué. Mais c'est 80-95% des produits qui ont échoué qu'ils ont lancés. Ouais. Alors que Amazon, ils ont la meilleure distribution au monde, ils ont les meilleures data, ils savent exactement ce dont les personnes veulent, ils ont les meilleurs créateurs de produits. Enfin, ils cochent toutes les cases. Et pourtant, même eux, ils échouent. Et donc, Mais il faut parce bien que je essayer. pense que enfin, la réussite d'un truc, enfin, honnêtement, la réussite de quoi que ce soit dans le monde et dans la vie, ne serait-ce que la plus petite réussite, hein, c'est déjà une anomalie en fait. C'est déjà une anomalie. Tu vois, Et- réussir un truc, on te fait croire qu'il faut tout réussir parce qu'en fait, on te met dans un système dans lequel tu te bases sur la réussite d'autres gens. En fait, quand tu apprends le théorème de Pythagore, tu te bases juste sur le fait que on a un système prouvé depuis 100 ans maintenant pour t'apprendre à faire ça et tu dois juste le recracher. Mais on sait que tu es capable de le faire en fait. Tu es dans un écosystème et on te dit ah ben bravo, t'as bien réussi. Mais en fait, on a déjà encadré le truc. Mais dès que tu sors de l'encadrement, que tu testes un truc nouveau, un truc qui n'existe pas, puisque c'est ça la base de l'entrepreneuriat, c'est soit un truc qui n'existe pas, soit un truc où ton point de concurrence est meilleur que celui qui existe déjà, ou il n'y en a pas à l'endroit en question. Enfin, peu importe ce que tu fais, mais t'apportes quelque chose de nouveau. Ben là, ton potentiel de réussite, en fait, il repart de quasi zéro parce que la seule certitude que tu as, c'est ok, je vis dans un état de droit, on va pas me priver de mes droits a priori, tu vois, ma sécurité est vaguement assurée, à peu près assurée. Mais à part ça, bah, Hmm. t'as jamais la certitude que Madame Michu, elle va vouloir consommer ce que tu pensais que elle veut consommer. Et donc pour moi, chaque réussite est une anomalie. Tu vois, aujourd'hui, on a banalisé le truc parce qu'on dit, ouais, si tu fais pas, à cause d'NVIDIA et toutes ces conneries aussi, on se dit, si tu fais pas 3 trillions de revenus, tu vois, limite, limite, t'as fail. Mais faut pas oublier Les que cours en chaque, bourse qui tombent alors qu'ils ont fait 60 milliards là, sur le dernier trimestre. ouais, alors attention, hein, je sais pas si t'as vu les rapports de ce matin, ce sera pour un autre podcast, mais quand même, hein, Ouais. il y aurait Ok, 60 ok. milliards de revenus ou 50 milliards de revenus qui seraient du flanc à cause des trucs croisés et ça commence vraiment à foutre le bazar. Ok, ok. Ok. Il y a une étude qui vient de paraître ce matin avec des trucs qui disparaissent dans les comptes, enfin des trucs beaucoup plus compliqués que je t'enverrai le truc, tu pourras le mettre dans la newsletter de demain. Mais Avec plaisir. je t'enverrai De, l'analyse. de lundi, ouais. Et Ouais. donc, mais tu vois, tout ça pousse vers, et les réseaux sociaux poussent vers, oh, il y a cette énorme réussite et elle est, tu vois, packagée de manière à ce que la plupart des gens ne voient que cette réussite-là, mais dans la réalité, et je trouve que c'est vachement bien que Steven Bartlett, qui lui en plus a une vraie plateforme, une vraie audience, et tu vois un vrai pouvoir médiatique, explique que bah, en fait, j'ai une team qui est là pour échouer à des trucs. On accepte de vite échouer et de vite se remettre en question. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'autre choix que d'échouer la plupart du temps. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi les pages de fail d'Amazon, comme les fonds de VC, qui sont assez couillus pour avoir ce qu'ils appellent un anti-portfolio. C'est-à-dire un portfolio des deals qu'ils ont ratés. Alors, c'est pas des deals dans lesquels ils ont investi et ça a foiré, parce que bon, là, ce serait un peu bâtard pour les founders et les mecs qui ont fait ce qu'ils pouvaient pour faire fonctionner la boîte, ça serait horrible. Mais c'est eux, les deals qui ont cartonné et dans lesquels ils sont pas rentrés parce qu'ils y croyaient pas, ou ils l'ont pas fait, ou ils ont pas eu les couilles, ou peu importe. Mais et je trouve ça hyper intéressant de se dire, bah ouais, en fait, les meilleurs investisseurs du monde, ils faillent 80% du temps. Les meilleures boîtes du monde, elles faillent 80% du temps. La vraie question sur celui qui réussit, et je suis assez convaincu de ce truc-là, c'est de dire, quand ça marche, est-ce que tu es capable de tabasser le truc et de pas lâcher? C'est ça le sujet. Et de te De le réinventer voir, pour que ça perdure. déjà de le voir, parce que les personnes, lorsque ça marche, ils ne le voient pas, ou alors pas suffisamment pour se dire, en fait, c'est ça.
Et ensuite, tu as raison, arriver à surtout rester focus et ne faire que ça. C'est très compliqué. Hmm. Et je pense que les meilleurs entrepreneurs, c'est pas ceux qui trouvent le truc qui fonctionne, parce qu'en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé des trucs qui fonctionnaient, ou, voilà, c'est de réussir à milquer le truc une fois il est lancé. Hmm. Totalement. Bah, hyper intéressant. Mais oui, du coup, je pense vraiment que c'est là ce qu'ils ont mis en place, cette culture de boîte autour de l'échec, et, euh, et vraiment pas mal. Mais encore une fois, je pense que ça ne marche que parce qu'il a réussi à embaucher des A-players. Et d'ailleurs, il a fait tout un point spécial sur les recrutements. Euh, Parce que, en fait, c'est la culture de l'échec et tout. Il faut pas que ça devienne une culture de l'excuse. Et je pense que Exactement. c'est la frontière qui peut être vraiment dangereuse au sein de la boîte. C'est de se dire, bah en fait, oui, mais j'ai échoué, mais attends, tu m'as dit que c'était ok d'échouer. Ouais, non, mec, t'as échoué, mais t'as mis un mois pour échouer. Ton truc, personne n'y croyait initialement. Les data disaient que c'était pas ça qu'il fallait faire. Tu l'as quand même fait. Enfin, tu vois. Donc, je pense que c'est important de préciser que une culture d'échec, c'est extrêmement puissant à partir du moment où c'est accompagné d'un recrutement qui est vraiment au top du top. Et il dit Totalement que d'accord. aujourd'hui, son vrai job, c'est chef du recrutement, head of recruitment, si je reprends ces termes. Ouais. Et lui valide directement tous les recrutements de la boîte, absolument tous. Il a écrit lui-même le guide d'entretien. Et il passe presque l'entièreté de ses journées à faire chasseur de tête sur LinkedIn, sur le réseau, pour trouver les prochains talents. Point final. Euh, et je trouve ça top. Et dans les principes qu'il a partagés, il a indiqué que le plus important, c'est les 10 premiers recrutements, avant toute chose. Parce qu'en fait, les 10 premiers, c'est ce qui va construire vraiment le corps de la culture de la boîte. Et c'est ce qui va aussi venir, euh, comment dire, donner l'énergie pour tous les autres recrutements qui vont venir se greffer à ça. Si les 10 premiers recrutements, selon lui, sont moyens, ou si parmi les 10, il y a des personnes qui sont un peu mollassonnes, bah c'est mort en fait. C'est mort et tous les Ouais. prochains recrutements risquent d'être fades. Et donc, ce qui est le plus important, c'est de surtout pas se rater sur les 10 premiers. Et du coup, lui, ce qu'il indique, c'est en tant que fondateur, il dit que on devrait passer 20 à 30 heures par semaine uniquement à chercher les meilleurs. Point final. Et ça, je trouve ça génial comme conseil, mais je pense que ce qu'il indique pas, c'est que ça marche pour les boîtes qui ont soit levé beaucoup d'argent, soit les boîtes donc, qui ont du fonds de roulement pour, euh, pour recruter et passer du temps à recruter, même s'ils n'ont pas encore de product market fit et qui ne sont pas encore rentables, soit pour les boîtes qui ont déjà trouvé un produit market fit, qui ont un modèle qui est totalement viable et qui arrivent à libérer suffisamment de cash flow pour, se libérer du temps pour faire chasseur de tête, et deux, recruter des personnes et arriver à les recruter cher. Parce que, au bout d'un moment, si tu veux aussi recruter les talents, il faut être capable de sortir le cash. Mais je trouve que ce rôle de fondateur-recruteur, alors on l'entend quand même un peu à droite à gauche, mais c'est pas exactement ce que j'entends tout le temps. Moi, j'entends beaucoup de fondateurs au-delà d'un certain stade où ça reste du management, où il y a un peu d'innovation, où il y a peut-être de l'achat de boîtes, etc. Mais que vraiment le fondateur passe 20 à 30 heures par semaine uniquement à faire chasseur de tête plus recrutement, je trouve ça, là encore, un conseil très pertinent. Ouais, et un peu inhabituel, en effet, quand même. Parce que souvent, il y Et a toi? plein de mecs, quand ils arrivent à avoir une boîte tu vois, qui commence à fonctionner un peu, ils mettent en place un département RH Oui, oui, oui. pour aller chercher du talent et tout ça. Et je suis assez d'accord avec lui. Moi, je le fais clairement pas du tout assez, mais mon modèle me le demande pas tant, donc on s'en fout. Mais je suis assez d'accord avec lui sur le fait que le recrutement, enfin, qui tu fais rentrer dans ta team est juste complètement primordial. Et si tu, enfin, je pense qu'un mauvais recrutement est plus grave que d'un trou dans l'effectif. Totalement. Ouais, totalement. À 20%. Vaut mieux des mecs bons qui compensent. Alors, faut pas le faire trop longtemps parce que tu vas cramer tes gars, mais vaut mieux des mecs bons qui compensent qu'un mec mauvais à un endroit. Je,
dans quasiment 100% des cas, je choisis l'option 1. Et toi, tu passes du temps à recruter des personnes. Alors certes, tu as dit que finalement ton modèle est un peu différent, mais est-ce que tu as vraiment plusieurs heures par semaine où tu fais un travail sur LinkedIn, tu cherches des personnes, tu cherches des créateurs sur le réseau pour, que sais-je, non, des mecs de l'immobilier? Non, Non? non, par phase, quand j'ai un truc à régler, ça peut m'arriver, mais je peux pas dire que j'y accorde du temps spécifiquement. Ça peut m'arriver de le faire si j'ai un besoin, un truc à faire à un instant T. Sinon c'est pas dans mes process, quoi. C'est pas un truc que je fais, voilà. Ok. C'est pas un truc que Ok, je ok. fais vraiment au quotidien. Pas du tout. Après, je pense qu'il y a aussi des différents types de fondateurs. Déjà, il y a différents types de business avec des nécessités différentes. Il y a différents types de fondateurs avec des skills un peu différents. Et moi, c'est pas forcément un truc ouais, que je fais fréquemment. C'est un truc que je peux faire mais que je fais pas fréquemment. Ok. Ok, ok. Bah, voilà pour les conseils. Un autre conseil aussi que j'avais entendu il y a quelques temps déjà et qu'il faut absolument que l'on fasse, Alex, c'est vraiment avoir une sorte de trackpad et à chaque fois qu'il y a un passage qui est vraiment croustillant, appuyer sur le trackpad ou alors papier stylo et on note le timing parce que et même faire l'inverse. La même chose pour les moments chiants. Alors, c'est peut-être pas hyper Mais, cool, tu vois, mais se hein dire ah mais, putain, c'est chier là, et tu sais, on appuie pendant qu'on parle. mais Ouais. Steven Barry, c'est là où il est très bon, je trouve. C'est sur tout ce qui est short. C'est-à-dire que moi, je sais pas si j'ai regardé un de ses podcasts en entier. Enfin, si, j'ai dû regarder quelques-uns, mais pas énormément. Par contre, je pense que je les ai quasiment tous vus en grande partie par du clipping. Soit de lui directement, soit de clipping d'autres mecs, format un peu plus long, tu vois, qui font 3 minutes du podcast. Hmm. Et ça, je dois reconnaître qu'il est mais extraordinaire pour ce truc-là. Il est Alors, il a aussi, extraordinaire. attention, il a quand même une chaîne YouTube consacrée aux clips. Et quand je dis clips, c'est pas les shorts, c'est vraiment voilà, 3, 10, 15 minutes où en fait ils vont Exactement. prendre un chapitre d'un épisode et publier. C'était un peu ce Et, que j'avais commencé à faire il y a un an et demi, mais j'avais totalement arrêté, faute de temps. Mais oui, je ouais. pense que c'est important d'arriver à différencier. Et Ça, c'est là-dessus, je super parce pense que. Ouais. qu'il a un vrai savoir-faire. Ouais. Il est très Ah très bah, bon sur cette partie-là. c'est clair, Très très bon. c'est clair, c'est clair. Et ça, il faut absolument qu'on le fasse. À mon avis, c'est pas très complexe, hein, franchement, trackpad, dès que c'est intéressant, boum. Parce que ça permet au montage d'avoir un trailer qui donne envie. Ça permet aussi au montage, pourquoi pas, si on a besoin de cut certains passages un peu chiants. Aujourd'hui, c'est très artisanal, hein. Rien n'est cut de la vidéo. Il y a juste un trailer, on publie, point final. Mais rien n'est cut. Il n'y a pas une seule seconde qui est cut. Ce qui est génial, hein, parce que du coup, ça évite, ça raccourcit le travail. Mais peut-être que si on voulait vraiment décoller, en fait, si on était vraiment full-time sur le podcast, on ferait ça. On réécouterait tous les épisodes avant publication, chacun de notre côté. On indiquerait à l'autre, ok, à cette partie-là, peut-être qu'on peut couper, peut-être que cette partie-là, en fait, on peut la mettre avant. Là, il y a un creux, on se fait chier, ok. Et on viendrait se challenger, on viendrait envoyer 5, 10, 15, 20 idées de titres, 5, 10, 15, 20 idées de thumbnails. On récupérait toutes les datas. Je pense qu'il y a vraiment, il y a vraiment un travail. Mais c'est passionnant, hein. Je trouve ça passionnant perso parce que C'est clair. c'est un travail où finalement tu vois immédiatement le progrès. Ça, c'est top. C'est-à-dire que vraiment, je pense que tu bosses 1, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de plus par semaine dessus. Immédiatement, tu fais 10, 20, 30% de vues supplémentaires. Je pense que les progrès sont visibles très C'est rapidement. clair. C'est clair. Donc voilà, voilà pour les conseils. En termes de data, sinon, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Alors, l'année dernière, je me souviens plus exactement. Alors, attends. Je vais prendre ça ici. 2025. Alors, pour l'instant, en 2025, euh, ok, je vais te donner le nombre de vues et le nombre de nouveaux abonnés. Ah bah ok, non, c'est bon, Ouais. j'ai la data.
Et après, tu vas me dire le nombre de revenus qu'on a généré juste avec la chaîne YouTube. Ok? C'est parti. Alors déjà en 2025, 2024, donc en 2024, l'année dernière, qu'un- on avait 1500 et quelques abonnés. Ok, Euh, et aujourd'hui, on a 4592 abonnés. Et donc ça veut ok, dire qu'on a fait 245% par rapport à entre février et décembre 2024. ok. Ce qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on est quand même une croissance. Tout à l'heure, je disais que c'était linéaire. Là, il y a peut-être un pic exponentiel qui commence à apparaître, puisque première année, 1500 et quelques, seconde année, du coup, là, on est à 4592 abonnés. Tout à fait. Ouais. Euh, plutôt intéressant. On a fait 103 000 vues cette année, ce qui est pas mal du tout, hein, vu comme ça, je trouve ça pas mal. Soit 45% de plus que 2024. Ok, On a fait 17 400 watch time, donc c'est des heures d'écoute. 17 400 heures d'écoute. ok. Et roulement de tambour, on a gagné en dollars 828,13 euros. 13 dollars, pardon. Sur 100 000, Ok. sur 100 000 vues, du coup. Là où, je peux te donner aussi les datas de 2024. En gros, Carrément. 2024, on avait fait 1200 abonnés en 2024. Donc, encore une fois, je trouve ça finalement, c'est la première fois que je vois ces datas, hein. Je trouve ça assez encourageant. Je pensais vraiment, encore une fois, qu'on était sur une sorte de courbe linéaire, mais non, on va être 1200, là on passe à 3000, 3008, si je dis pas de bêtises, gagné, donc c'est vraiment très encourageant. Et du coup, en 2024, on avait fait 88 000 vues et on avait fait 10 200 heures d'écoute. Et Ok. donc, voilà, pour rappel, et sachant que l'année n'est pas finie encore, hein. Il reste un mois et demi. Donc voilà, pour rappel, là, on a fait 17 400 en 2025 heures d'écoute. Et l'an dernier, ça Ok. avait généré combien du coup d'euros? L'an dernier, ça avait généré 100 dollars. Ok. 104 dollars,46. Je sais pas pourquoi. Ah, attends, pourquoi? Peut-être que c'est parce que l'année dernière, on n'était pas encore, la chaîne n'était pas encore totalement monétisée. On a été Ouais, parce que tant que monétisé t'as pas 1000 en personnes, je juin. crois que c'est ça, hein, la stat. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, Exactement, carrément. exactement, ouais. Et du coup, le top vidéo pour l'instant de 2025, bah, c'est C'est serré. l'ami Arnaud Labossière qui a fait pumper les deux plus grosses vidéos, c'est Arnaud. La première, c'est 16 000, la seconde, c'est 15 000. Ensuite, il y a celle avec Valère, 5 587. Ouais. Celle avec Jedi, ça a été vraiment un bon épisode avec Jedi. Je vous encourage vraiment à aller la voir. Hyper intéressant. Le Head of Growth enfin, l'ancien Head of Growth de Arcades. Et dans le top 4, du coup, il y a Mathis Clouet, du coup, avec 3486. Et puis après, le numéro 5, c'est un podcast où on est tous les deux. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que dans le top 10 des épisodes, on a 6 épisodes qui sont des épisodes invités. Ouais. Et du coup, 4 où c'est des épisodes où on est tous les deux. Parce qu'on en a pas parlé non plus, mais évidemment, Steven Bartlett, il a aussi une très grosse force, c'est que lui, comme il est seul, il a des invités à chaque fois, évidemment. Et il a, alors comme nous, hein, évidemment, mais des invités de qualité, des invités internationaux, machin, donc qui ramènent aussi leur audience ou en tout cas leur visibilité. C'est ce qui nous a permis d'avancer aussi énormément. Et d'ailleurs, on remercie tous les gens qui sont passés sur le podcast et qui nous ont permis d'avoir cette visibilité, de nous faire connaître auprès de leur audience et qui ont pu se faire connaître auprès de la nôtre. Mais voilà, on doit leur aussi leur donner un grand merci et ils font partie de l'aventure de manière non Totalement. négligeable, quoi. Totalement. C'est quoi tes objectifs, toi, pour le podcast pour l'année 2026, du coup? Écoute, moi Podcast. j'aimerais bien. Moi je suis sûr. C'est un objectif, mais j'en suis sûr. Enfin, bon, voilà. C'est qu'on arrive aux 10 000 personnes déjà, tu vois, qu'on passe la barre des 10K, elle est un peu symbolique. Et ça, je Largement. Ouais. pense que là, tu vois, on commence à être en route là-dessus. On a nos idées d'amélioration, on a des sujets qui, je pense, tu vois, commencent à mieux marcher, qu'on soit avec un invité ou seul, tu vois, je trouve qu'on commence à avoir des sujets qui intéressent pas mal de monde. Donc ça, c'est très très cool. Donc voilà.
Moi, tu connais mon gros point, c'est que je suis certain que le clipping, il faut qu'on s'y mette, il faut juste qu'on s'organise et tout ça, mais on va y arriver parce qu'il n'y a pas que le podcast, il y a les revenus qui sont liés à la newsletter, les revenus qui sont liés aux produits, la très bonne croissance qu'on a eue sur Insta, parce que sur Insta, on a dépassé, je crois, les 35 000 personnes, si je dis pas de Oui, conneries. oui, oui. Et tu m'arrêtes parce que tu connais mieux les stats que moi, mais on fait, tu m'as dit 2 millions d'impressions par mois? Mec, on fait 5 millions d'impressions par mois, dont 5 millions, pardon. 1,8 2 millions en organique. 100% organique. Le reste, c'est des ads. Mais tu Ah oui, ok. vois, un truc comme Insta. Bon, là, on sort un peu du podcast, mais on a mais 80% de marge de manœuvre. Parce que pour l'instant, c'est juste des carousels qui cartonnent et quelques stories. Mais mec, mais demain, si on est face cam tous les deux à essayer de commenter l'actualité, mais avec des bonnes idées, si on commande des tendances business avec des bonnes idées, si on a du bon montage, si on fait des lives sur Instagram, si on travaille davantage les stories, mais on peut vraiment créer, je pense, une grosse force de frappe sur Instagram et x10 la taille du compte sans trop de soucis, hein. Et donc, pour revenir à ta question, je suis entièrement d'accord avec toi, je partage à 100%. Mon point et mon ambition, du coup, pour 26, on va dire, là, il reste un mois et demi, mais on va dire globalement, qui se déploiera, je pense, sur 26, c'est d'essayer de faire les liens entre les différentes choses qu'on a très bien faites. Donc, entre YouTube, où je pense qu'on a quand même une base de personnes qui nous suivent et qui sont très contents de regarder ça. Je t'ai dit que je me suis fait arrêter dans la rue par quelqu'un que je salue, du coup, que je ne connais pas, mais qui nous a demandé de continuer et qui m'a dit, ah, c'est génial ce que vous faites, tu vois. Et donc, ben, Alors, merci, tu vois. c'était récemment là ou parce que tu m'avais dit ça il y a quelques temps déjà. C'est la deuxième fois que ça arrive. C'est la deuxième fois que ça arrive. Ok. Ça Moi, devait moi être il y a aussi trois à semaines, là. Bali, à Bali j'ai eu ça aussi dans mon cours de Muay Thai. Je dis bonjour à des Français, ils me disent tu fais The Big Shit non? Et du coup Et ils tu écoutaient le vois, podcast. et j'ai eu la même chose avec. Alors là, il y a peut-être un petit biais parce que c'est quelqu'un que j'avais pas vu depuis 10 ans mais que je connaissais, donc qui potentiellement Oui. m'a en ami sur Facebook ou un truc du style. Mm. Euh, mais qui vient me voir et qui me dit, ah, je lis ta newsletter tous les jours, c'est génial. Alors je lui dis, bah, c'est pas moi qui l'a rédigé, c'est Lucas, hein. Le crédit est à quelqu'un d'autre. Mais, Non mais, mais c'est mais par contre, incroyable, incroyable. j'étais, tu vois, à un anniversaire et donc je trouvais ça très cool. Bref, parenthèse à part. Ce que je veux dire, c'est que je pense Ouais. qu'on a quand même réussi à créer quelque chose d'intéressant sur le web. Mais par contre, pour l'instant, on n'est encore pas méga lié, tu vois. Je pense que si on arrive à faire notamment du clipping et notamment ce genre de choses, on peut un peu pousser du Insta vers du pod peut-être vers un peu de Insta supplémentaire, même si du coup sur Insta, comme il y a beaucoup de gens qui nous voient, je pense que là l'overlap il est quasiment complet, tu vois, dans ce sens-là. Et derrière vers la newsletter et la newsletter qui renverrait vers les deux, enfin tu vois. Et je pense que ce genre de truc, on le fait un peu, mais on en est encore au balbutiement. Je pense que ça, si on arrive à le mettre, ça peut avoir d'énormes résultats et ça peut nous permettre de très vite arriver aux fameux 10 000 dont je parlais avant. Tu vois, moi, c'est un de mes gros objectifs, c'est qu'on puisse réussir à faire ça parce que je pense qu'on a un vrai truc à jouer sur ce sujet précis. Totalement igné. Mm. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre Non, après, pouvoir lancer des newsletters thématiques comme on lit. Alors c'est pas vraiment là le podcast, évidemment, c'est du à côté, mais je pense qu'on a aussi des choses à dire sur les newsletters thématiques. On a testé avec Limo récemment. On Mais voit ça, qu'il y a ça, on quand pourra même faire un épisode peut-être plus large NBS à la fin de l'année. carrément, carrément, on fera un épisode Ouais. plus large, mais juste pour mon raisonnement, c'était de dire tout à fait. On a testé sur Limo, ça commence quand même à pas mal marcher. On a des retours Ouais, qui bon sont retour, ouais. intéressants. Et je pense que dans notre idée de devenir un média complet, je crois que ça, c'est un truc sur lequel, enfin, que j'aimerais beaucoup développer et auquel je crois beaucoup surtout. Mm. Ouais, totalement. Et toi, du coup? Bah écoute, moi j'aimerais bien qu'on puisse faire au moins sur quelques vidéos en 2026 un x10 sur le nombre de vues qu'on fait habituellement. Et je parle pas de faire 10 000 vues, mais plus monter aux 20, 30 000 vues. Alors, on n'aura pas que des vidéos winner comme ça, mais je pense que voilà, on a passé la barre du 500, 800 vues qu'on avait en 2024. C'était un peu la moyenne. Là, en 2025, là, on était au-dessus des 1000. J'aimerais bien qu'en 2026, ce soit minimum 7000, 8000 vues par épisode. Alors, ce ne sera pas dès le début de l'année 2026, j'entends bien, hein. Mais je pense qu'en fait, il nous faut sans doute un gros boom avec un invité vraiment intéressant, une grosse visibilité,
accompagné d'une structure qui marche bien avec le podcast. On a bien bossé tous les fondamentaux qu'on a vus jusqu'à présent. On a bien amélioré, on a vraiment professionnalisé tout ça. Et comme ça, on va pouvoir capter vraiment l'audience des personnes connues qu'on invite. Ils vont nous découvrir comme ça et on va pouvoir comme ça, augmenter le palier. Ajouter à cela le fait que la newsletter prend de l'ampleur. L'objectif de 2026, c'est de monter à 500 000 abonnés à la newsletter. Et donc, Tu peux peut-être forcément, tu peux peut-être donner le chiffre de l'utilisateur parce que je crois qu'on l'a pas donné. Je sais pas si ça, tu t'avais pour idée de le donner dans cet épisode ou si c'est pas une bonne idée, mais de la newsletter. ouais, au moment où on se parle, ouais. Oui. Oui, oui. Là, aujourd'hui, on est à peu près à 51 000 abonnés à la newsletter. Voilà, avec 58 à 61% taux d'ouverture quotidien. Donc, c'est vraiment cool. Voilà. Et je pense que voilà, la newsletter permet quand même de driver beaucoup de personnes qui ne nous connaissaient pas du tout. Et donc, si on fait un x10 sur la table de la newsletter, bah, logiquement, on va avoir 2000, 3000, 4000, 5000 vues supplémentaires facilement par vidéo toutes les semaines, en plus de ce que le podcast nous aurait amené et en plus de la base qu'on aura construit de manière organique. Donc voilà, je pense que 2026 peut être vraiment un tournant sur le podcast, sur le média de manière générale, mais surtout sur le podcast. Et que là, le dernier mois, enfin, le mois de novembre et le mois de décembre, je pense qu'il y a quand même un travail qu'il faut qu'on fasse si on veut vraiment bien entamer la seconde partie, enfin l'année 2026, c'est de bétonner. On bétonne, on regarde tout ce qui ne va pas, on voit comment on s'améliore, pour histoire que le 1er janvier 2026, boum, en fait, il n'y a plus qu'à envoyer. Parce que si on Carrément, attend janvier, février, mars pour faire ce travail-là, on risque de prendre du temps sur le bourrinage qui suit. carrément. Entièrement d'accord avec toi. Voilà, bah écoute, merci à vous de nous suivre, merci à vous de nous écouter. N'hésitez vraiment pas à continuer à commenter, même si vous n'êtes pas d'accord avec les invités qu'on invite. Vous avez bien raison de partager votre avis. On écoute enfin on lit tous vos commentaires et on en discute après. Tant que c'est cordial, voilà, tant que c'est cordial, pardon. S'il y a des insultes, on supprime forcément pour vis-à-vis de l'invité et tout, mais s'il y a vraiment une critique constructive, n'hésitez vraiment pas, c'est avec plaisir qu'on prend tout ça. Euh, alors je sais qu'il ne faut pas le dire, mais abonnez-vous, c'est toujours très utile, c'est hyper important. Et puis merci de nous suivre. Ouais, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir que vous soyez là. Ça nous donne de la force et on va continuer à faire chaque semaine un peu mieux et pour vous proposer un, un contenu de qualité. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.